Bonjour, bonsoir et bienvenue encore à Perspective Logique. Ce soir encore, nous allons nous pencher sur l'état de notre pays, de l'évolution et de son réalité. C'est Perspective Logique qui reprend encore ses droits sur le méta. Nous sommes encore venus pour parler politique et bien le faire comme nous avons toujours l'habitude de le faire. Et bienvenue encore sur Perspective Logique. Comme je le disais, nous sommes revenus encore sur Perspective Logique pour essayer de décortiquer, de comprendre la politique de notre pays. Nous savons que le pays va très mal, mais nous devons tous fournir un effort pour le rendre, pour apporter un remède à ce pays-là. Et en ce moment, nous devons savoir de quel côté es-tu, pour la République ou pour les agresseurs. Et aujourd'hui, je reçois encore M. Junior Kongolo, qui est notre politique analyste maison, avec qui nous allons prendre les événements comme ils sont venus, de pêle-mêle, et nous essayons de comprendre à sa manière comment il voit les choses. M. Junior Kongolo, bonsoir. Bonsoir, M. Quiz. Et bienvenue encore sur le plateau de Perspective Logique. Oh, merci, le plaisir à partager. De prime abord, comment vous vous portez? Je me porte bien, merci. Et déjà, nous disons déjà merci de vous être détaché de toutes les occupations qui étaient vôtres pour permettre de votre temps de nous donner quelques minutes pour que nous puissions parler politique, que nous puissions en parler un peu pays, que nous puissions parler un peu Congo. Une question qui me vient comme ça en tête, parce que nous allons prendre les événements comme ils viennent, les actualités comme elles descendent de notre pays. Chaque jour, nous avons une actualité qui correspond. D'après vous, quelle symbolique ou comment envisagez-vous le retour de M. Kabila ou Hippolyte Kanambe à l'est du pays? L'est que nous devons préciser et n'est pas sous l'emprise gouvernementale et sous l'emprise des agresseurs en 23. Ok, merci monsieur Quiz, déjà merci pour l'opportunité. En tout cas, de prime abord, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je tiens à vous remercier de nous avoir donné cette opportunité de nous exprimer pour la cause de notre pays, bien évidemment. Pour répondre à votre question, je pense que ma réponse elle sera vraiment courte. Pour moi, c'est un non-événement. Un non-événement parce que c'est quelque chose qui a été déjà dit à plusieurs reprises. Et la plupart d'entre nous qui sommes avertis, on les savait très bien évidemment. Mais certains d'entre nous qui pensaient peut-être que c'était de la facétie ou bien qui sont encore naïfs, pensaient peut-être que c'était du bluff ou on était en train de plaisanter. C'était une plaisanterie quand on avait crié tout haut que Kabila faisait partie du M23. Et nous qui suivons la politique depuis toujours, on a toujours su qu'il était un membre permanent du M23 depuis qu'il était au pouvoir. Voilà. C'est un non-événement et c'est un effet que ça s'est concrétisé maintenant. On peut réaliser aux yeux, au vu de tout le monde, sans exception. Maintenant, tout le monde peut confirmer ce qu'on a toujours averti ou déploré ou encore prédit. Voilà, c'est un non-événement. Et si je vois si je retourne ma cervelle dans son discours, il promettait qu'il allait venir donc de ce côté-là pour discuter avec les M23 comme ça, nous devons aussi signifier qu'en 2017, je pense à sa dernière conférence, à sa dernière réunion des Nations Unies, où il a dit sur le stade des Nations Unies qu'il était combattu par les M23. En Afrique du Sud, il change et dit que les M23 est une aspiration politique. Vous ne trouvez pas que
vous, UDPS, ou peuple congolais, vous condamnez Kabila pour rien, il veut aider la République à se pacifier, parce qu'il dit qu'il veut rendre ce pays encore pacifique, comme il avait laissé à cela 6 ans. Ah, bon, en fait, il se fout de notre gueule, hein, nous en tant que Congolais, parce que euh, nous le savons très bien, il fait partie du M23 depuis toujours. Ouais, tu ne peux pas combattre quelque chose et tu fais partie de la chose en question. Et c'est insensé, ça n'a pas de sens. Et il se fout de notre gueule. Voilà, c'est simple. ce n'est ce n'est même pas un secret des polichinelles. Il est là, les masques sont tombés, il se dévoile. Et c'est tout ce qu'on on a su ça il y a longtemps. Et la manière où il a gouverné les pays, vous allez voir, c'était des combines, voilà, et toutes ces rébellions à succession et ça confirme justement ce qu'ils ont toujours fait avec notre pays. Euh, c'est ça la conséquence d'avoir un étranger à la tête du pays, c'est ça. On subit juste les conséquences de ça, mais j'espère que la majorité des Congolais vont réaliser qu'on a une seule patrie et que quand vous êtes du côté des étrangers, vous n'avez qu'à subir ou bien ces genres de théâtre. Voilà, c'est le monsieur, et c'est un étranger, et tout le monde le sait. Par erreur de l'histoire, il a eu cette opportunité d'être à la tête de notre pays pendant 18 ans, pendant que nous savions tous, dans la plupart des cas, que c'est un étranger maintenant et ses intérêts sont menacés, il veut faire un coup de force. Et voilà, il se dévoile. Ce n'est pas à cacher, c'est clair. Dans votre réponse, vous me donnez une question. Je veux nous poser une question qui va concerner tous les Congolais qui vont nous suivre. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos têtes? Sachant que Kabila était étranger, mais carrément nous l'avons laissé nous diriger et nous représenter pendant 18 ans. C'est la classe politique qui a failli, ou c'est le peuple qui était naïf ou moins informé? Pour le deux. Le deux. Ouais, voilà, la classe politique, après la dictature de Mobutu, tout ça, et les institutions, l'éducation étaient à terre. Et voilà. Et quand l'éducation est à terre, les gens ont du mal à utiliser les cerveaux pour réfléchir. Oui, et comme on dit en français, un ventre plutôt, un ventre affamé n'a point d'oreille. Ouais. Le ventre affamé n'a point d'oreille, c'est-à-dire que quand il y a la misère dans le pays, il y a eu la misère dans le pays pendant la Deuxième République. Et vous voyez que l'éducation a été bafouée, les gens avaient du mal à pouvoir utiliser leur cerveau pour réfléchir. Et c'est à ce moment-là que les gens ont profité pour abêtir la population. Et voilà, quand la population est abêtie, on nous fait gober tout ce que l'on peut gober et on va avec. On prend des illusions comme des réalités et on vit dans un monde fictif, hein, dans la science-fiction, et on pense que c'est la réalité. Ouais, et c'est ça, et les gens ont justement profité, le politicien ont fait ça de manière à ce que la population puisse s'abêtir à un niveau où ils seront plus en mesure de réfléchir décemment et pour prendre des bonnes décisions. Et c'est comme ça, et les Kabyles ont profité
pour régner sur le Congolais. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'on a toujours un problème, un problème humain. Le problème de ne pas s'accepter nous-mêmes d'abord, les Congolais. Et il y a cette ce complexe-là. situation ou bien ces problèmes de tribalisme, népotisme et j'en passe. Et c'est ce qui fait au moins une difficulté pour nous pour évoluer. Et à mon humble avis, je pense que c'est ça le problème. Et parce qu'on a du mal à s'accepter nous-mêmes, on n'a pas cet esprit patriotique. Ouais, c'est un esprit qui doit forcément venir de l'école, de l'éducation, et pour qu'on enseigne nos enfants, nos élèves, l'amour de la patrie pour éviter ce genre de bavures. C'est ça justement, l'adversaire a profité de notre faiblesse, la faiblesse qui a été orchestrée à dessein par les politiques de notre pays, surtout la Deuxième République, et voilà. Et ce sont des choses à refaire. Vous êtes membre de l'UDPS, vous soutenez le président de la République. Êtes-vous satisfait de ces 6 ans, de comment les choses avancent? Où il y aurait des choses qui pourraient être améliorées? Alors bien évidemment, le président de la République n'est pas parfait, nul n'est parfait. Il y a eu des avancées, il y a eu... et il ne faut pas oublier, bon, je ne suis pas à 100% satisfait, n'est-ce pas? Parce que si je dis que j'étais à 100% satisfait, ça c'est du fanatisme. Et d'ailleurs, d'après mes principes, j'ai toujours été objectif dans mes propos et dans mes analyses parce que j'ai la libre pensée voilà, la libre pensée, voilà, c'est un peu ça. Justement, je viens de l'école de l'UDPS, là on prend toujours la liberté d'expression et voilà, on a toujours combattu la dictature. Moi je dirais que le gouffre dans lequel nous nous retrouvions avant l'avènement à la magistrature suprême du président Félix Tshisekedi, c'était aussi profond que ça. Hein. Comme on dit souvent en anglais, change is not going to come overnight. It's going to take time as a process. C'est un processus et ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Et parce que le gouffre dans lequel nous retrouvions, le pays s'est retrouvé, c'était aussi profond et ça va prendre assez de temps et pour qu'on puisse lever l'équivoque et s'en sortir. Et puis maintenant, essayer d'aller vers l'avant et prospérer, amener peut-être la prospérité. Mais ce qui est évident est que, voilà, le président a eu cette volonté politique de bien faire les choses. Et malheureusement, c'est que nous avons tous constaté que les partenaires, au départ déjà, avec sur qui il avait placé sa confiance, l'ont trahi. Voilà, et il a continué avec son cœur, un grand cœur, de continuer à faire confiance à la personne humaine de manière à ce que il pourra changer un jour. Il pourra changer un jour. Il a allé de déception en déception en déception, mais il a foncé dans la même direction. Donc c'est ça, c'est sa façon de voir les choses, c'est sa façon d'être. Mais moi je pense, à mon humble avis, on a fait un pas vers l'avant, mais on s'est retrouvé dans un trou très profond. Et à ce moment, je pense qu'on est proche de frôler la surface et essayer maintenant d'avoir les tremplins pour pouvoir nous propulser vers l'avant. Mais ça ne va pas arriver comme ça, comme si sans effort. C'est vraiment important. La vision, elle est déjà là. Le président de la République a une vision. Voilà. Et maintenant, il reste assez qu'il y ait des gens consciencieux, inaptes,
pour pouvoir matérialiser cette vision et propulser le pays vers l'avant. C'est là où nous sommes en train de souffrir un peu parce que voilà, c'est difficile de trouver de bonnes personnes qui pourront. Parce que le président ne peut pas tout faire seul. Il doit être accompagné des gens intègres, de patriotes, de gens non égoïstes, des gens qui ont l'esprit patriotique, qui mettent en avant l'intérêt général, hein, au lieu de mettre des intérêts égoïstes en avant. Et voilà, c'est la situation que nous sommes en train de vivre pour le moment. Et c'est très difficile que le pays puisse aller de l'avant si seulement on doit tous compter sur une seule personne. C'est très compliqué. Le pays est si vaste et le pays nécessite assez qu'on ait de patriotes, des gens qui réfléchissent, des gens qui sont en mesure de comprendre les enjeux de politique, et comprendre que voilà, on n'a qu'une seule nation et que nous devons tous travailler pour faire en sorte que cette nation-là puisse émerger, que l'avenir de notre nation, des générations qui viennent, puisse être un peu garanti et aller de l'avant. Et comme ça, on va se faire respecter à travers le monde. Bref, c'est justement ça mon point de vue sur votre question. En suivant ta réponse, il y a une phrase qui me vient en tête, un adage qui dit il n'y a pas de mauvaises troupes, il y a des mauvais commandants, mais je veux que nous ne puissions pas prendre celle-là comme une parole d'évangile, mais il y a une question qui me vient en tête. Sur beaucoup d'analystes, qui soient de l'UDPS, qui soient indépendants, qui soient pro-UDPS, peint quand même un tableau sombre de l'UDPS après Tshisekedi en 2028. C'est comme si, en 2028, l'UDPS ne va pas perpétuer avec un candidat sérieux. C'est comme si dans l'UDPS, ce que je veux dire, pour me paraphraser, comme dans l'UDPS, il n'y a pas un candidat sérieux qui peut être dauphin. Et en 2028, nous ne serons pas surpris, comme monsieur le président Tshisekedi, venant de l'UDPS, malgré qu'il est président pour toute la République, puisse avoir un dauphin partenaire. Que dites-vous? Comment répondez-vous à ces gens qui ont cette vision des choses? Ok. Voilà, ça c'est une question pertinente. Ouais. Dire qu'à l'UDPS, il n'y a aucune personne avec les potentiels, la capacité d'être le dauphin du président de la République, je réponds juste à votre question parce qu'on parlait de dauphin, c'est inconcevable parce que l'UDPS est une machine politique, n'est-ce pas? Et l'UDPS regorge d'énormes talents, hein, connus et inconnus, n'est-ce pas? Parce qu'il ne faut pas oublier que l'UDPS a toujours été le parti politique le plus implanté à travers la République, non seulement la République, à travers le monde, n'est-ce pas? À travers le monde. Ça, c'est évident. Ça, c'est une réalité. Mais le problème peut-être, parce que ne pas avoir, n'est pas régorger des gens de talent qui peuvent lever cet équivoque, ça c'est trompé, n'est-ce pas? Mais peut-être le problème que nous avons à l'UDPS, c'est juste la structuration de choses, les sérieux, la préparation, et voilà. Nous souffrons dans l'UDPS par rapport à ça. L'organisation, c'est justement notre problème, n'est-ce pas? Et à mon humble avis, il y a une frange de la population ou de notre parti, de membres de notre parti qui pense peut-être que les choses vont se fixer d'elles-mêmes. Et il y a une frange de la population dans notre parti, et moi y compris, qui pensons que les choses ne peuvent pas se fixer d'elles-mêmes,
n'est-ce pas? C'est impossible. Ça veut dire c'est impossible. Ça veut dire qu'il faudrait... c'est quoi le remède, pratiquement? Il faudrait avoir le courage d'avoir de structures bien établies et sans émotion et voir les choses objectivement et préparer l'avenir. Monsieur Julien Kongolo, sans vous interrompre, j'ai peur que vous donniez raison à ceux qui disent que vous n'avez pas été préparé pour diriger. Non, mais c'est faux parce que nous sommes en train de diriger. Le président est en train... Écoute, il n'y a pas eu un président de la République qui a accompli autant que le président Tshisekedi a accompli. Il va porter des preuves. Mais voilà, écoute, les preuves sont là, n'est-ce pas? Comme quoi, par exemple? Donnez-moi 2-3 choses comme ça, à la va-vite. Je vais donner un exemple simple. On y va. Hein? Un exemple simple, mais les gens peuvent prendre ça de n'importe quel côté, n'est-ce pas? On y va. Il n'a jamais eu un président de la République pendant son règne, là où il y a des hauts cadres, membres même de son parti politique, des politiciens qu'on expose leurs bavures, qu'on traîne à la justice, bien que la justice, elle a aussi ses petits soucis. Mais il n'y a jamais eu ça. À mon humble avis, si tout ça est exposé, les gens disent peut-être, voilà, vous voyez, pendant la gouvernance de Félix Tshisekedi, il y a le détournement, il y a ça de corruption. Et moi, je réfléchis avec mon petit cerveau, je me dis, bon, comme les Américains disent, you can compare apples and oranges, right? Tu ne peux pas comparer la pomme avec l'orange, n'est-ce pas? Moi, je dis, voilà, c'est parce que si on voit beaucoup de bavures maintenant, c'est parce que nous avons un président de la République qui refuse de couvrir des gens qui commettent ces bavures. Mais par contre, dans le passé, le président avant lui, ils ont couvert ces bavures parce qu'ils étaient toujours dans la mafia, n'est-ce pas? Quand vous êtes dans la mafia vous-même, vous couvrez et la population est moins exposée à ces genres de bavures. Mais avec lui, vous voyez, il y a les gens sont exposés, le haut cadre du parti, de ministres, tout ça, c'est justement parce que c'est un président qui n'est pas là pour couvrir de bêtises, n'est-ce pas? Ces gens sont exposés. Ça, c'est quelque chose de jamais vu, n'est-ce pas? Et mais les gens prennent ça comme une faiblesse. Moi, avec mon petit cerveau, je réfléchis, je dis non, c'est pas une faiblesse. Ça prouve à suffisance que voilà, nous faisons face à un président qui tient à ce que les choses aillent de l'avant et est en train d'exposer les bêtises même au sein de sa famille politique. N'est-ce pas? Ça, c'est un fait positif. Vous voyez? Et il y en a tant d'autres. Hein? Mais je disais tantôt, nous sommes venus de loin, de très loin. Le pays était dans le gouffre. Incroyable. Ouais? Et maintenant, il va falloir assez que l'on soit patient et puis aller de l'avant. Mais le plus important, c'est d'avoir de bonnes personnes patriotes qui pourront péter main forte au président de la République pour que ça devienne une réalité. Mais on est loin d'avoir de bonnes personnes à la bonne place pour pouvoir propulser le pays vers l'avant. Voilà, c'est le plus grand problème que nous avons pour le moment. Quittant le dossier des PES, on en fera une émission. Je pense que la prochaine fois, on fera une émission. Je sens qu'il y a beaucoup à dire. Je sens qu'il y a beaucoup de, comment on dit ça, de conseils, je peux dire ça, à partager. Je sens que vous avez beaucoup à dire et je sens cela. Mais quittons un peu ce dossier des PES, mettons-le un peu au frigo pour notre émission. Que pensez-vous de M. Matata Ponyo qui s'est fait juger, mais qui s'est soustrait de la justice à plusieurs reprises? Il y a eu un jugement qui tombe, le monsieur disparaît. Et aujourd'hui, quand je préparais l'émission, à la hâte, je suis en train de circuler sur le net, je vois une lettre de son parti politique qui nous signifie que le monsieur a disparu. Ah, c'est justement la faiblesse de la justice dont je faisais allusion tout à l'heure. Matata, ce n'est pas un modèle.
pour moi. Et moi, j'ai horreur de parler des gens. Excuse-moi. Et les dossiers Matata, c'est un dossier que je ne maîtrise pas bien. Et tout ce que je sais est que j'ai toujours eu beaucoup de questions. Je me suis souvent posé des questions. Je ne maîtrise pas trop les dossiers Matata. Je ne sais pas s'il est coupable ou pas coupable, mais j'ai au moins beaucoup de questions à me poser. Mais la justice comment, l'a condamné voilà, je sais, je comprends. Voilà, vous avez des... l'a rendu coupable, enfin. Absolument, absolument. Je comprends tout ça. Mais tout ce que moi je peux dire sur ce dossier-là, je dis, voilà, je ne maîtrise pas trop bien le dossier Matata. Okay. Je sais qu'il est coupable. Vous avez peur de vous avancer sur un chantier qui J'aime souvent faire des commentaires sur quelque chose que je maîtrise. Voilà. Ça, c'est sur le plan scientifique, c'est toujours comme ça. Il faut avoir de preuves. Et nous observons, et avec ma casquette d'analyste, c'est ce que j'essaie de faire pour pouvoir répondre à votre question, votre préoccupation. Ce que je disais tantôt, c'est ce qui m'a toujours tiqué sur le dossier Matata. Et Matata, pour moi, c'est pas un modèle parce que je sillonnais le monde physiquement, hein, mais avec mon cerveau, j'essayais d'analyser, j'essayais de faire mes recherches à travers le monde. Je n'ai pas trouvé un pays développé, en voie de développement ou sous-développé, là où il y a un premier ministre qui s'est tapé par son salaire une université. Je n'ai pas trouvé. Ouais. Je fais mes recherches. On parle d'une fondation qui a couvert les... Il y a une université de Matata Ponyo qui il dit qu'il porte son nom. Il dit qu'il porte ce nom. Je peux vous ajouter certains éléments. Oui. Il dit qu'il porte que l'université n'a pas été financée par lui. À l'entrée de l'université. Ça reste à justifier. Ça reste à justifier. Je vois pas ces phrases. Il dit que avant la justice, nous savions tous, ça appartenait à Matata Ponyo. Il ne faut pas qu'ils nous prennent pour des cons ou des dupes. Je vais excusez-moi les termes. Ouais, il ne faut pas qu'ils nous prennent pour de timbrés ou de gens qui ne réfléchissent pas. Et nous sommes assez matures pour comprendre les choses, n'est-ce pas? Et pourquoi avant le procès, nous savions tous ça appartenait à Matata Ponyo. Il était fier de le dire qu'il avait créé une université, il avait construit une université, il était fier de ça, hein, n'est-ce pas? Et maintenant, aujourd'hui, il dit que c'est pas à lui, c'est un conseil. C'est une fondation. Castan pour moi, je préfère encore mes terres parce que ce sont des choses qui me révoltent, moi. N'est-ce pas? Ce sont des choses qui me révoltent. Les gens qui ont profité de leur positionnement politique ou administratif pour pouvoir s'enrichir et enrichir leur famille. Et pour moi, c'est mon combat. C'est la raison pour laquelle je me suis ingéré dans la politique, justement pour comprendre ces genres de choses et éveiller notre population, à savoir ce sont des choix intolérables, n'est-ce pas? On vient dans la politique pour pouvoir servir le peuple, n'est-ce pas? Et non se servir. Mais dans la plupart des cas, les gens se servent dans la politique. Et il y a des gens qui acclament cela. Et c'est un grand travail que nous devons faire au niveau de notre population. Parce que aussi, si ces gens ici arrivent à faire ce genre de coups, de sales bavures, de besoins pareils, c'est parce qu'ils ont l'appui de la population quelque part, les gens qui acclament, par ignorance. Et c'est le travail que vous et moi, et nous tous, en tant que patriotes, des gens qui aiment le pays, et nous devons éduquer la population, comprendre au moins leurs valeurs. Voilà, la population, qu'est-ce que la population doit faire, voilà, n'est-ce pas? La place de la population dans notre démocratie, elle est où, n'est-ce pas? Voilà, les gens doivent comprendre qu'ils doivent
le dirigeant sont redevables à la population. Et on est loin d'être là. Et c'est le travail que moi, je compte faire. Ça veut dire, je me bats pour ça. Pour que petit à petit, l'éducation de la population, ils comprennent au moins, voilà, vous êtes la population, vous êtes le patron de la nation. Et non, vous ne devez pas suivre ces politiciens derrière eux et ils vous font gober les choses, ils vous mettent de paroles dans la bouche et vous allez défendre. Hein, c'est aberrant tout ce qu'on voit là. Par exemple, il y a le ministre de la Justice pour le moment. Je sais que ce n'est pas les sujets d'aujourd'hui. On y va, tu peux l'aborder, c'est pas un problème. Ça, je donne un exemple. On n'interdit pas. Et quelqu'un qu'on interpelle à la justice, n'est-ce pas? Et tu dois aller prouver ton innocence. Voilà, tu peux être innocent, c'est bon. Mais quand tu commences déjà à galvaniser le troupe, à aller descendre sur la rue, et les gens suivent derrière. Non, ok, c'est la justice. Il est dans la rue avec une population sur la rue. Et moi, ce qui m'a dessus, je me suis de vous couper, moi, ce qui m'a dessus, j'apprécie la personne, mais moi, ce qui m'avait beaucoup plus dessus, c'est quand non seulement qu'il fait ça, et il dit qu'il n'ira pas à la justice, mais c'est de quelle justice veut-il nous montrer? Parce que lui-même déjà, il est ministre de la Justice. C'est un dossier peut-être, on pourra en parler derrière, je m'excuse. C'était juste un exemple. C'est un bel exemple que vous avez trouvé parce que c'est pour savoir où nous allons avec le même fanatique. C'est un très bel exemple. Moi, je voulais juste épingler. Je ne dis pas qu'il est coupable ou non coupable. Ça, je ne maîtrise pas. Je ne sais pas. La justice n'a pas encore été jugée. Voilà. Mais ce que je essayais d'épingler, c'est le fait que moi, je suis en train de condamner la population, n'est-ce pas? Et comment vous pouvez être derrière, vous sortez sur la rue, voilà, n'est-ce pas? Et par rapport à un individu qui se sent inquiété par la justice, et vous devez avoir le cerveau pour réfléchir. Vous ne pouvez pas être derrière une personne pareille, parce que cette personne est censée travailler pour vous. Et ça veut dire que vous devez comprendre que vous êtes le patron et cette personne est censée travailler pour vous. Mais quand vous venez, le monde en envers, c'est ce qu'on vit au Congo. C'est ce que j'ai toujours condamné. Et voilà, c'est ce que nous devons faire. Et pour réussir dans notre pays, on doit être en mesure d'éveiller la population. La population doit comprendre leur rôle. Right? Est-ce que leur rôle, c'est de suivre le politique et être, impliqué de penser pour faire n'importe quoi, ou la population doit être là pour, comment on dit, exiger cette redevabilité des dirigeants qu'ils mettent en place. Voilà, c'est là où nous devons nous situer pour que l'avenir de notre pays soit meilleur. Ça m'inspire à une émission où nous allons parler des politiques et du rôle de la politique de la population. Un autre sujet que je mets dans mon frigo, je vais y réfléchir dessus, mais ça m'a beaucoup inspiré. J'avais aussi une idée de ce genre-là, je tente de regarder. Mais une autre question, pour ou contre le deal minerai sécurité Congo? Pour ou contre? Un avis? En tout cas, c'est une question difficile. Ça dépend des détails, mais je préférais te dire pour le moment. Parce que le 15 juin ici, je pense que tout sera peaufiné, tout ce qui va avec. Et il y a cela M. Trump qui parle de ça comme un achievement de son gouvernement. Pour une fois, il a parlé une fois quand le président Ramaphosa de l'Afrique du Sud est venu. Il lui a demandé à savoir, tu sais que nous avons fini la guerre au Congo entre le Rwanda et la RDC. Et Ramaphosa a fait des commentaires allant dans ce sens-là. Voilà, c'est un dossier aussi. Voilà, je préférais encore répondre à ta question avec beaucoup plus de détails et essayer de clairer la lanterne de notre peuple et qu'on puisse avoir un autre temps pour pouvoir en discuter.
de ça parce que ça c'est un dossier aussi vaste. Mais en grosso modo, ce que je peux dire, je peux être pour, mais un pour aussi un pour avec de détails, n'est-ce pas? Voilà. C'est quoi les détails que vous... En fait, jugeons-le dans le... Parce que c'est vrai, je comprends votre difficulté à vous lancer. Vous pouvez vous lancer comme ça la vague. Je comprends votre difficulté à vous lancer, mais si nous devons réfléchir par rapport aux éléments que nous avons, les éléments de surface, parce que les éléments deep don't have it. Si nous devons réfléchir des éléments de surface, de ceux qui nous ont été rapportés jusque-là, c'est une bonne initiative, c'est ce que je allais dire, c'est une bonne initiative. De toutes les façons, c'est une initiative que vous et moi savons déjà, on a travaillé là-dessus, et avec modestie, on ne peut pas aller dans des détails, n'est-ce pas? Mais c'est ce que je dis, c'est une bonne initiative, mais il faudrait améliorer avec le détail. Parce que je ne peux pas dire que voilà, je suis pour le deal. Et si, admettons, qu'on te disait, bon, on a un deal avec les États-Unis, bon, ils disent que voilà, ils vont exploiter nos minéraux à vie, n'est-ce pas? Et bien que la guerre finit, et ils exploitent les minéraux à vie. Ça, c'est un exemple. Je ne dis pas que c'était le cas. Hein. Je te donne un exemple pourquoi je te dis, je suis pour, mais avec détail, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'il faudra avoir des détails de cet accord, de ce qu'elle représente. Ce qu'elle représente pour nous. Et voilà, et parce que le monde, c'est un monde d'intérêt. Les États-Unis ont ses intérêts. Le Congo doit avoir ses intérêts. Et du moment où c'est un truc gagnant-gagnant, pas la paix pour la paix, n'est-ce pas? Et vous pouvez avoir la paix et vous allez compromettre d'autres choses qui peuvent vous amener en insécurité dans plusieurs années à venir, n'est-ce pas? Et il ne faut pas oublier que le Rwanda, s'il nous fait toujours la guerre, d'après eux, à tort bien évidemment, ils ont toujours réclamé que Kabila, le père Mosé, avait signé un accord avec eux qui n'a jamais respecté. Que les accords, l'accord des Émirats, qu'on n'a jamais maîtrisé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Même l'accord de 1-23, tu vas te rendre compte que beaucoup de gens n'ont pas lu cet accord-là. Absolument. Donc c'est ce que je suis en train de dire. C'est la même chose avec les deals États-Unis-Congo. Et je sais que voilà, et on ne va pas refaire les bêtises, les erreurs du passé comme le président de la République lui-même l'avait si bien dit, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Et pendant son discours d'investiture, quand il a été réélu haut la main, il avait dit que les erreurs du passé ne vont plus jamais se répéter. Et c'est dans le même cadre, les erreurs du passé, dans les accords, je suppose et je suis convaincu que ça ne va plus jamais se répéter. Je veux quand même te ramener pour une dernière question à une phrase que tu maîtrises très bien ou à un propos qui de l'ancienne émission, de la dernière émission quand vous disiez qu'en ce moment où nous sommes en guerre, en ce moment où nous nous sentons agressés, en ce moment où nous sommes dans ce bas gouffre, que le président de la République a le devoir patriotique de changer la Constitution. Êtes-vous toujours d'avis, êtes-vous toujours de cette opposition? Et pourquoi? La Constitution doit être changée parce que, peu importe le nom que vous pouvez, parce que c'est impératif. Pour que ce pays-là puisse décoller, il faudrait qu'il y ait un changement ou révision de la Constitution. C'est impératif.
que tu le veuilles pas, et ils savent, tout le monde le C'est sait. quoi l'argument? C'est quoi l'argument? L'argument, elle est aussi simple que ça. Je Mhm. préférerais encore qu'on ait une émission sur ça, Ok. qu'on en parle justement parce Prochainement, que pas de moi-même, j'ai aussi des constitution. propositions. Prochainement, pas de constitution Voilà. comme ça. Mais elle est aussi simple. La seule réponse que je peux te donner ici, Mhm. la Constitution, c'est une loi fondamentale. N'est-ce pas? Tout pays démocratique, organisé, développé, le soubassement, c'est la Constitution. Un état de droit. Point barre. Une bonne constitution. Dans l'architecture, par exemple, je vais te donner un exemple pour me limiter juste là. Ok. Pour construire une maison, vous devez faire une fondation. C'est la fondation qui va déterminer les types de maisons que vous voulez créer, n'est-ce pas? Exactement. La fondation d'une maison en étage n'est pas la même fondation qu'une maison en non-étage. La fondation d'une maison à 25 niveaux n'est pas la même fondation à une maison à 2 niveaux. Donc la fondation détermine, voilà, en construction, détermine les types de maisons que vous voulez construire. C'est la même chose avec une république, un pays, une nation. La constitution détermine les types de nation que vous aspirez être. N'est-ce pas? C'est très important. Ce qui veut dire que si nous sommes en bas maintenant, il y a une partie qui est incombée à notre constitution. Et voilà, il y a une partie qui, voilà, qui fait défaut. La Constitution, en partie, la Constitution peut faire défaut aussi. Monsieur Junior Kongolo, c'est un plaisir. Mais avant que je vous laisse partir, avant que je vous libère, un message à ceux qui sont soumis. Tenons bon, et nous allons aller jusqu'au bout. Et nous sommes, nous, Congolais, nous sommes sur une bonne voie, et une voie épineuse, bien évidemment. Une voie qui nécessite assez que nous puissions être persévérants, être un peu plus patients, parce que nous le savons tous, comme j'ai toujours dit, le passé est douloureux, le présent est glissant et l'avenir est un mystère. Voilà tout ce que je peux vous dire pour le moment. C'est avec ces phrases intelligentes que nous disons au revoir pour l'instant, mais tout commentaire, question ou suggestion, écrivez-les, écrivez-nous et dites-nous qu'est-ce que nous devons améliorer pour l'avancement de cette émission. C'était Perspective Logique avec qui recevait M. Junior Kongolo comme d'habitude, et à bientôt. Et la prochaine émission, je vous promets, nous allons nous transformer en juristes, nous allons parler constitution. Et ceux qui ont des questions sur la constitution concernant le juriste, envoyez-les-moi ou enrichissez-moi avec ces genres de sujets pour que votre émission puisse être encore bonne et plus appréciée.